Bonjour à tous, bienvenue à ce Midi de la biomasse sous la thématique du statut sous-produit et end of waste. Alors, cette thématique a été fortement plébiscitée par de nombreux membres de Valbium. En tout, il y a 115 participants qui ont marqué leur intérêt pour participer à cet événement. On est déjà à 65 maintenant. Alors, on va débuter directement par une introduction et puis après rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, moi, je vais introduire sur vraiment la thématique économie biobasée et économie circulaire avant de laisser la parole à Didier Gouy de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets pour parler du cadre législatif lié au statut sous-produit et end of waste. Ensuite, Laurie Salden reviendra sur un retour d'expérience, notamment par rapport à l'obtention d'un statut sous-produit, et nous pourrons après échanger lors d'une session de questions-réponses avant de clôturer l'événement à 14 heures. Alors, n'hésitez pas à interagir durant cet événement. Donc, il y a un chat. Vous pouvez discuter avec les autres participants, faire part de réflexions. Par contre, si vous avez des questions, posez-les via l'onglet questions en précisant à quel orateur vous souhaitez poser cette question. Est-ce que c'est @Céline Géradon, @Laurie Salden, @Didier Gouy. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, mais vraiment, dans ce volet questions, ce sera plus facile à les relever pour les poser aux orateurs plutôt que dans le chat où on va pouvoir interagir sur différents sujets ou faire part de problèmes techniques. À la fin de ce webinaire, il y aura un petit sondage pour évaluer celui-ci. Donc, merci d'avance de participer à ce sondage pour exprimer vos retours par rapport à l'organisation de celui-ci. Comme je disais, il va y avoir une séance de questions-réponses. Elle va durer plus ou moins 10 minutes. Elle sera organisée après les présentations. Vous pouvez déjà les poser au fur et à mesure de la présentation. Maintenant, il est possible que l'ensemble des questions ne puissent pas être posées durant le webinaire. Dans ce cas, nous veillerons à revenir vers vous ultérieurement par mail avec la réponse à cette question. Lors de différents webinaires, nous sommes revenus précédemment avec des FAQ reprenant les différentes questions et les réponses. Donc, on peut faire de même pour cet événement. Alors, je vais introduire en vous parlant de l'économie biobasée et circulaire. Mais tout d'abord, quelques mots sur Valbium et ses missions. Alors, Valbium, c'est une ASBL qui stimule et accompagne les initiatives durables de production de biomasse et de leur transformation en produits matériaux ou en bioénergie. On accompagne les porteurs de projets de la conception à l'aboutissement et on outille les autorités publiques par rapport à ces thématiques, que ce soit les produits matériaux, les bioénergies. On stimule les échanges d'expertise et de collaboration entre professionnels du secteur, que ce soit au travers de Midi de la biomasse, de groupes de travail ou encore d'événements comme on fait les tours de la biométhanisation. On est vraiment à identifier et dynamiser les nouveaux débouchés porteurs pour les secteurs primaires. On est vraiment à regarder ce côté marché pour tirer les filières. On sensibilise le public à l'économie biobasée, notamment au travers du Valbiomac, qui est le magazine dédié à la biomasse en Wallonie, ou au travers de nos réseaux sociaux. Et on se positionne comme centre d'information de référence de l'économie biobasée en Wallonie. Alors, on aborde les thématiques qui sont le bois énergie et les agrocombustibles, la biométhanisation, la production de biomasse, mais également les produits et matériaux biosourcés avec un volet spécifique ou en tout cas une priorité à l'heure actuelle en focus sur les fibres végétales, mais également sur les fibres extractives. Alors, l'équipe, elle est composée de 13 personnes. Outre la direction et la communication, avec notamment Aurore, que je remercie grandement pour le support, pour l'organisation de cet événement. On a au niveau de la production de biomasse, Aricia Evrard, qui est ici également en support pour ce webinaire, et Lucas Gossio. Sur le bois énergie et la chimie du bois, on a Pierre-Louis Bombec. Au niveau de la biométhanisation, il y a Mathieu Schmitt et Aurélien Badelin. Et au niveau de tout ce qui est produits matériaux biosourcés, il y a Valentine Donc et Olivier Fin, plus spécifiquement sur les fibres végétales et le chanvre, et moi-même. Alors, la Wallonie, elle s'est dotée en ce début d'année 2021
d'une stratégie relative à l'économie circulaire. Et cette stratégie, elle repose sur 5 axes d'action qui sont la production et l'offre, la demande et la consommation, la mobilisation de tous les acteurs, la gestion des déchets et les chaînes de valeur prioritaires où on retrouve les plastiques, la construction, l'eau, les industries agroalimentaires, la métallurgie et le textile. Outre ces 6 chaînes de valeur prioritaires, il y a également une filière transversale qui est l'économie biobasée. Et par rapport à cette animation et par rapport aux actions liées à cette filière transversale, Valbium a reçu comme mission de coordonner celle-ci. Alors, c'est plus particulièrement l'organisation des réseaux régionaux des acteurs de l'économie biobasée dans une logique de filière et les inscrire dans leur contexte européen et belge, mais également tout ce qui est valorisation des signes marginaux, groupe de travail. On fait partie de la task force textile. Donc, n'hésitez pas à nous revenir par rapport à des questions à ce niveau-là. Vous avez vu qu'il y a un site dédié, notamment à Circulaire Wallonia, qui a été mis en place par le SPW. Et donc, dans les actions qui vont arriver dans le courant de ce semestre, il y a notamment un annuaire des acteurs de l'économie biobasée. Donc, inscrivez-vous à newsletter. On va vous revenir prochainement sur ce volet-là dans les prochaines semaines. Alors, pourquoi une transition vers une économie biobasée? Il y a une demande croissante des consommateurs en produits plus durables et locaux. C'est un modèle économique résilient basé sur des chaînes de valeur locales. Ça permet une réduction de la dépendance à l'importation de ressources. Et on va mettre sur le marché des produits qui sont innovants, plus respectueux de l'environnement, avec de nouvelles propriétés. En outre, il y a vraiment un contexte favorable à l'heure actuelle au niveau européen, mais également régional, que ce soit au travers du Green Deal ou des stratégies d'économie circulaire, notamment. Alors, la biomasse, ça permet d'obtenir toute une série de débouchés. Ça va du textile aux matériaux de construction, mais également par rapport à des produits pour le secteur de la chimie ou pharmaceutique. Mais il y a aussi également tout le volet bioénergie avec les biocarburants, le biogaz ou les combustibles. Alors, une biomasse, ça peut être parfois un déchet, que ce soit des résidus industriels, les déchets organiques, les boues d'épuration ou également les sous-produits animaux, incluant les fumiers, lisiers. Donc, la question de ce statut déchet et de l'obtention d'un statut sous-produit ou end of waste, fait partie ou est souvent dans les discussions dans notre réseau de membres. Un produit, c'est une libre circulation, qu'un déchet, c'est une traçabilité. Et le statut déchet, malgré son utilité par rapport à la bonne gestion de l'environnement et de la santé, est souvent associé à des restrictions de marché, ce qui entrave finalement le développement de l'économie circulaire. Et donc, il y a des alternatives qui sont venues pour permettre de sortir de ce statut déchet. Et donc, il y a eu des AGOE qui sont sortis par rapport au statut sous-produit et sortis du statut déchet. Et donc, on va pouvoir aborder ce sujet ici lors de cette visio avec maintenant la présentation de Didier Goï qui va rentrer dans le détail par rapport à ces deux statuts et comment pouvoir réussir quelles sont les conditions et comment on va pouvoir obtenir ces statuts. Donc voilà, Didier, la parole est à toi. Merci Céline et merci à toutes et toutes qui assistaient à la présentation. Donc effectivement, je vais vous faire une petite présentation sur les cadres législatifs concernant d'une part la sortie de statut de déchets et d'autre part la reconnaissance des sous-produits. Donc, je vais d'abord aborder le cadre légal, ensuite il y aura un focus sur l'aspect sortie de statut de déchets, puis un focus sur la reconnaissance des sous-produits, quelques petites explications sur l'introduction des dossiers de demande, et puis une brève conclusion. Le cadre légal, donc en fait on est dans un contexte de transposition, de mise en application de dispositions qui existent au niveau européen depuis déjà un certain temps, depuis l'adoption de la directive cadre de 2008 sur les déchets.
et ça a été transposé, ça a d'abord dû être transposé dans le décret déchets, donc via une modification du décret déchets de 1996, par l'introduction des articles 4 bis concernant les sous-produits et 4 ter concernant la sortie de statut déchets. Ça a eu lieu fin 2012, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même un assez long parcours du combattant pour arriver à l'adoption des arrêtés d'exécution. Pour faire court, entre 2012 et 2014, on arrivait vraiment vers la fin de cette législature-là, donc ça n'a pas été possible de le faire passer. Et puis sur la législature 2014-2019, il y a eu pas mal de discussions. Il y a un moment, le Conseil d'État, quand on est arrivé au niveau de l'avis du Conseil d'État, le Conseil d'État a fait valoir qu'il fallait faire des modifications à la base décrétale, donc ce qui a nécessité un certain temps. Tout ça explique que finalement nos arrêtés n'étaient adoptés que le 28 février 2019. Donc les deux arrêtés ont été adoptés le même jour. Il faut noter aussi que, entre-temps, l'Europe a aussi modifié sa réglementation. Donc la directive cadre relative aux déchets a fait l'objet d'une modification assez fondamentale en 2018, mais qui n'est pas prise en considération, en tout cas dans les deux arrêtés ici du 28 février 2019. Au niveau wallon, la transposition de ces modifications est en cours, d'une part sur base d'un grand décret qui fait une refonte complète du décret de 96, et donc là, on devrait y voir plus clair dans les mois qui viennent, au pire pour le début de l'année prochaine. Et pour ce qui nous concerne ici en matière de sortie de statut déchets et sous-produits, cela impliquera peut-être qu'on fasse quelques petites modifications dans nos arrêtés de 2019. Mais on n'y est pas encore. Donc, le cadre légal, donc les conditions, en fait, on a pas mal de similitudes dans les conditions de base entre sortie de statut de déchets et sous-produits. Il y a à chaque fois 4 conditions. Ici, pour sortie de statut de déchets, il faut que la substance ou l'objet soit couramment utilisé à des fins spécifiques, qu'il existe un marché ou une demande pour cette substance ou cet objet, que ça remplisse des exigences techniques aux fins spécifiques, et que ça respecte la législation et les normes applicables aux produits. Et enfin, bien évidemment, on est dans un objectif de respect de l'environnement, donc il faut qu'il n'y ait pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou pour la santé humaine. Et donc et alors, vraiment, le très important pour la sortie de statut déchet, puisque dans le terme il y a déchet, ça signifie qu'à un moment, il y a un élément déclencheur, et l'élément déclencheur, c'est le fait que le déchet passe par une opération de valorisation ou de recyclage, opération de valorisation ou de recyclage qui, bien sûr, doit se faire dans le respect de la réglementation et donc se fait dans un établissement qui dispose du permis d'environnement pour faire la valorisation ou le recyclage des déchets. Et donc, tout ça, c'est toutes les conditions qui conditionnent l'éligibilité à une éventuelle sortie de statut déchet. Après, il y aura toutes les démarches à entreprendre. Alors, pour rappel, le déchet, c'est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Au niveau de la reconnaissance des sous-produits, encore une fois, 4 conditions de base. Donc, l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet qui est certaine, le fait que ça peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes, ça doit être produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, et encore une fois, l'utilisation ultérieure est légale et ça doit correspondre aux prescriptions qui sont applicables aux produits. Ça doit également respecter l'environnement et la santé. Donc, ce qui est reconnu comme sous-produit doit atteindre les mêmes niveaux d'exigence que les produits à proprement parler. Et donc ici, on a bien affaire à une substance qui fait l'objet, une substance qui est issue d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance. Et ici, au niveau de son cycle de vie général, elle n'a pas été considérée comme un déchet.
ce qui explique qu'elle ne doit pas passer par une unité de traitement de déchets. L'élément déclencheur, là, c'est vraiment au niveau du processus de production de départ, où on va constater qu'on a des flux principaux qui sont destinés à la commercialisation vraiment de longue date, et puis qu'il y a des flux annexes qui peuvent être utilisés, valorisés tels quels, et à ce moment-là, ça peut remplir, donc, encore une fois, des conditions d'éligibilité pour une reconnaissance comme sous-produit, et après, il faut voir l'ensemble des démarches à accomplir. Ça, je vais en parler juste après. Donc, on a une démarche similaire pour la sortie de statut déchet ou pour la reconnaissance de sous-produits. Et les deux arrêtés comportent trois types de régimes ou trois types de demandes possibles. Il y a le tout premier régime qui, dans la terminologie de l'arrêté, s'appelle reconnaissance. Donc, reconnaissance comme sous-produit, reconnaissance de sortie de statut déchet. Au niveau de notre direction, on préfère utiliser le terme nouvelle demande pour éviter la confusion possible avec le troisième régime. Alors, le deuxième régime, c'est l'enregistrement. Donc, c'est le fait de pouvoir se raccrocher à des décisions qui ont déjà été prises ou à toute une série de critères pour des flux qui figurent déjà dans des annexes à ces deux arrêtés du gouvernement wallon. Donc, les deux arrêtés du gouvernement wallon ont défini des caractéristiques auxquelles doivent répondre d'une part les sous-produits, d'autre part les flux sortant du statut de déchet, les caractéristiques, les modes d'utilisation, et si le flux correspond à ces caractéristiques-là, on peut rentrer dans le régime de l'enregistrement. Ou s'il y a déjà eu une décision concernant un flux bien particulier, une décision individuelle, et qu'un demandeur qui exerce le même type d'activité, qui génère le même type de flux, constate qu'il répond entièrement à la situation qui est visée par la décision qui est déjà introduite, mais il peut bénéficier du régime de l'enregistrement. Et alors le troisième régime, donc là, c'est assez analogue au régime de l'enregistrement, mais c'est la reconnaissance d'une décision qui a été obtenue dans un autre État ou dans une autre région. Et donc là, les conditions à respecter, c'est de s'assurer que, en fait, les exigences en matière de respect de l'environnement qui ont été définies dans ces décisions prises par l'autre État ou l'autre région, ça correspond aux exigences qui existent en région wallonne. Alors, très important, c'est que toute demande, c'est une démarche volontaire, sauf un cas assez particulier dans le cadre de sortie de statut déchet, la sortie de statut déchet des granulats recyclés, où là, en fait, notre arrêté de 2019 a amené une modification assez fondamentale à un arrêté plus ancien, qui est l'arrêté du 14 juin 2001, favorisant la valorisation de certains déchets, et qui sort ces granulats du cadre de l'arrêté du 14 juin 2001 avec effet au 1er juillet 2021, et donc implicitement, ce secteur-là, s'il veut pouvoir continuer à fournir des granulats pour des chantiers de construction, il doit rentrer dans cette démarche de sortie de statut de déchets via le régime de l'enregistrement. Excusez-moi, je cherche. Ouais. Le contenu de la demande, dans tous les cas de figure, il y a des données administratives et techniques à fournir. Il faut établir des critères spécifiques visant à démontrer le respect des conditions. Donc, j'ai mentionné plus tôt que dans chacune des situations sous-produits, sortie de statut déchet, on a 4 conditions de base. Et ces conditions de base doivent être... le respect de ces conditions de base doit être démontré via des critères spécifiques. Et alors, ces critères spécifiques, donc dans le cas où on a des flux qui sont déjà visés dans les annexes, les critères ont déjà été définis. Et si ça figure dans des décisions qui ont déjà été adoptées, là aussi, les critères ont déjà été établis. Et donc, à ce moment-là, il faut démontrer qu'on respecte ces critères-là.
Et donc, il faut démontrer qu'on respecte les critères au moment de la demande, et puis il faut démontrer aussi que la situation restera telle qu'elle tout au long de la suite de la vie de l'entreprise, la vie du processus. Donc, pour reprendre une expression de mon directeur, nous, on souhaite que la photo soit belle au moment où on reçoit le dossier, mais on souhaite que la photo reste belle encore par la suite. Un petit focus maintenant sur la sortie de statut de déchets. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on part d'un flux qui a un statut de déchet à un moment de son cycle de vie. Il passe par une opération de valorisation ou de recyclage, et à ce moment-là, il est possible de postuler une sortie de statut de déchet. Et donc l'esprit, c'est vraiment de pousser vers une valorisation et un recyclage de qualité. Et comme l'a mentionné Céline, tout ça, ça fait dans le contexte de l'économie circulaire. L'Europe a déjà adopté des règlements spécifiques pour 3 types de flux. Le premier règlement concernait une série de déchets métalliques, des déchets de fer, des déchets d'acier, des déchets d'aluminium. Le deuxième concernait le calcin de verre, calcin au Brésil. Et le troisième concernait de nouveau une série de déchets métalliques, des déchets de cuivre. Donc là, les règlements européens définissent les critères pour que ces flux-là soient reconnus comme n'étant plus des déchets. Pour les autres flux, ce que dit l'Europe, c'est que les décisions sont prises au cas par cas par les États membres. Dans notre arrêté wallon sur la sortie de statut déchets, on a un certain nombre d'exclusions. Il y a d'une part les flux qui ont déjà été reconnus au niveau européen, puisque là, on n'a pas besoin de prendre nos décisions au niveau wallon. Et ensuite, 4 autres exclusions. Les déchets destinés à une valorisation énergétique ou à la conversion pour l'utilisation comme combustible, les déchets valorisés en épandage au profit de l'agriculture ou de l'écologie, des terres destinées à des opérations de remblayage et des déchets destinés à une valorisation en centre d'enfouissement technique. Je passe maintenant à la reconnaissance des sous-produits, où là, donc l'idée, c'est qu'on a un processus de production et donc on a une substance ou un objet qui est généré dans le cadre de ce processus, mais qui n'est pas le but premier du processus. Et dans ce cas-là, ce flux est éligible pour une reconnaissance comme sous-produit. Donc l'esprit, c'est vraiment l'utilisation directe de ce produit dans un contexte d'économie circulaire. Et actuellement, l'Europe n'a pris aucune décision, n'a adopté aucun règlement pour des flux en sous-produits. Donc, on est systématiquement à des décisions à prendre au cas par cas par les États membres. Dans l'arrêté concernant les sous-produits, il y a une annexe qui établit une liste de catégories de substances reconnues comme sous-produits pour les utilisations prévues. D'une part, des flux connexes de l'industrie agroalimentaire, ensuite des flux issus de la sylviculture ou d'exploitation forestière, ensuite des flux issus de l'industrie du bois ou de l'industrie du papier, et enfin des chutes de verre plat. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué le calcin de verre, qui fait l'objet d'un règlement européen. Le calcin, au niveau européen, c'est pour le verre creux. Ici, la réglementation wallonne vise le verre plat. Donc, à chaque fois, il y a un certain nombre de conditions à respecter, par exemple, de conditions et de domaines d'utilisation. Donc, par exemple, pour les flux connexes de l'industrie agroalimentaire, c'est dans le cadre d'une utilisation comme matière première pour des aliments pour animaux, et tout cela dans le respect des critères qui sont définis par les réglementations déjà existantes, dont un arrêté royal concernant le commerce et l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux et une réglementation européenne. Donc, s'il y a respect de ces critères-là, on se retrouve dans un flux qui correspond bien à ce qui est défini dans le cadre de l'annexe. Par contre, on pourrait imaginer que ces mêmes flux soient destinés à d'autres usages,
à ce moment-là, on devrait revenir sur le premier régime de reconnaissance comme sous-produit. Alors, un élément assez important, c'est qu'on a eu pas mal de réflexions, de travaux et de sollicitations concernant la situation de cette annexe. Et donc là, la position de notre département, c'est que si on a affaire à des flux qui sont visés dans cette annexe, compte tenu de la façon dont l'article correspondant dans l'arrêté sous-produit est rédigé, en fait, dans ce cas-là, l'enregistrement est facultatif. Maintenant, si on a affaire à d'autres flux ou à d'autres modes d'utilisation, là, il faut aller vers une utilisation, vers l'application du premier régime, donc reconnaissance ou première demande. Et très important aussi, ce que je dis ici ne concerne que l'arrêté sous-produit, ça ne concerne pas les annexes de l'arrêté sortie de statut de déchet, où là, l'article correspondant dans l'arrêté est rédigé de manière différente et implique qu'il y ait des démarches d'enregistrement pour les flux visés par l'annexe. Cette position a déjà été communiquée notamment aux fédérations, à la Fédération Wallonne de l'Agriculture, la FEVIA et la Fédération des producteurs d'aliments pour bétail. Notre objectif est de pouvoir l'officialiser peut-être encore un peu plus via une circulaire administrative, mais ça demande un peu de travail et nos différents services, notamment notre service juridique, est particulièrement sollicité. J'ai évoqué tout à l'heure les travaux concernant le décret déchets, ce qui peut expliquer que pour le moment, on n'en est pas encore à l'adoption et la publication de cette circulaire. Je reviens maintenant à quelques explications techniques concernant la façon de déposer une demande. Donc, on a fait un grand travail au niveau de l'administration. Oui, j'ai oublié de présenter l'équipe qui travaille sur ces dossiers. Donc, c'est principalement mon collègue Aubry Collignon. Je travaille un peu en appui pour ces dossiers-là. Notre directeur Jean-Marc Aldry travaille également en appui pour ces dossiers. Et puis surtout, on bénéficie d'un précieux appui technique de la part d'une équipe de l'ICEP, donc l'Institut scientifique des services publics. Et donc, un des premiers grands chantiers qu'on a mis en place, finalement, c'était de définir des canevas de dossiers de demande. Et le canevas de dossiers de demande, tant pour sous-produits que pour sortie de statut déchet et pour chacun des trois régimes, on a défini un formulaire de demande qui est destiné à recevoir les informations et les données administratives et un dossier technique qui, lui, vraiment reprend toutes les informations techniques, la description des processus, la synthèse des critères, la démonstration du respect des critères, du système de gestion de la qualité, si on est dans le cadre d'une sortie de statut déchet, et ainsi de suite. Ce dossier technique peut bien évidemment comporter des données que les demandeurs vont juger confidentielles. À ce moment-là, il faut l'indiquer expressément que ces données sont confidentielles. Et bien évidemment, au niveau de l'administration et de l'ICEP, on respecte la confidentialité de ces données. Et au niveau des décisions qui sont adoptées et publiées, on veille à anonymiser tout ce qui relèverait vraiment de données confidentielles, tant techniques que commerciales. Alors, la façon dont s'articulent les deux dossiers, les deux documents, donc les deux documents renvoient l'un vers l'autre. Donc, du formulaire de demande vers le dossier technique, une recommandation qu'on a déjà formulée, c'est de commencer par compléter le formulaire de demande. En fait, le formulaire de demande comporte également quelques petites sections qui visent à faire la synthèse de ce qui se trouve dans le dossier technique.
Donc, notre recommandation, c'est de commencer par compléter le formulaire de demande, le début du formulaire de demande, puis quand on arrive vraiment à la partie technique, se plonger dans le dossier technique, le compléter jusqu'au bout, et puis revenir vers le formulaire de demande, et là, ne mettre que les synthèses ou les renvois vers les parties ad hoc du dossier technique, et puis de clôturer et de nous envoyer le document. Ces canevas, nous recommandons fortement leur utilisation, mais ils ne sont pas obligatoires. Nous recommandons fortement leur utilisation parce que nous pensons très sincèrement que ça doit faciliter le travail des demandeurs et bien évidemment, ça doit faciliter aussi notre travail à nous dans l'instruction des dossiers. Donc, notre objectif aussi, c'est de pouvoir s'y retrouver facilement dans les dossiers et à un moment avoir une certaine forme de systématisme et se dire, ben voilà, on sait qu'on a besoin de tel type d'information et on sait à quel endroit on va la trouver dans le dossier. Si c'est un dossier sous format purement libre, malgré toutes les compétences que nous mettons au niveau de l'ICEP et chez nous pour l'instruction des dossiers, on risque peut-être à un moment de passer à côté d'une information et donc ça va ralentir l'instruction du dossier ou ça va peut-être nous amener à proposer une décision qui ne serait pas complètement fondée. Donc ces dossiers servent vraiment à aider à élaborer les dossiers de demande. Ils sont bien évidemment disponibles en ligne. Alors, donc, j'ai dit aussi que toutes les décisions faisaient l'objet d'une publication. Ben, elles sont publiées au Moniteur belge, mais elles sont publiées aussi sur une page de notre site internet dont vous trouvez le lien ici. Donc, les dossiers de demande, théoriquement, ben, il est demandé de les envoyer en 2 exemplaires papier à l'administration. Mais maintenant, les événements de l'année qui vient de s'écouler amènent aussi l'administration à évoluer. Donc, de notre point de vue, il est possible de n'envoyer que le formulaire de demande avec accusé de réception et puis en envoi courrier et papier, et par contre d'envoyer l'ensemble du dossier de demande par voie électronique. Donc, en conclusion, ben les 2 AGOE sont destinés à promouvoir l'économie circulaire pour offrir toutes les garanties de protection de l'environnement et de la santé humaine. On a des arrêtés qui sont perfectibles et donc on a des réflexions qui sont en cours pour faciliter la lecture et l'interprétation. Et très important, ben, on a des outils d'aide grâce au dossier, mais surtout, voilà, on est à votre disposition pour des contacts préalables avec l'administration ou l'ICEP avant l'élaboration d'un dossier. Ce qu'on souhaite éviter, par contre, c'est que cette phase d'élaboration du dossier, d'assistance à l'élaboration du dossier, commence à empiéter vraiment sur la phase d'instruction en tant que telle. Donc, tous les contacts sont possibles, mais à partir du moment où, de notre côté, on commence à définir un certain nombre de suggestions ou d'attentes concernant les informations qui devraient figurer au dossier, on n'a pas envie de se lancer avec les demandeurs dans des parties de ping-pong interminables. Donc, il y a des dialogues, mais bon, il faut quand même aussi préserver les moyens et le temps, tant des demandeurs que de l'ICEP et de l'administration pour pouvoir permettre une instruction équitable de l'ensemble des dossiers. Et donc, je vous remercie pour votre attention et donc vous avez ici les coordonnées de l'ensemble de l'équipe qui intervient dans ces dossiers. Merci beaucoup Didier. Alors, je vais directement donner la parole à Laurie qui va nous expliquer un cas concret lié à une sortie de statut, enfin non, plutôt lié à un statut sous-produit. Laurie, la parole est à toi. Céline. Merci Didier. Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais embrayer sur la présentation de Didier avec un retour d'expérience relatif donc au dépôt et à l'obtention du statut de sous-produit pour les carbonates de Burgo.
Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle très vite. Je suis Madame Détail, donc j'ai vraiment essayé d'aller straight to the point pour rentrer dans les 15 minutes qui m'étaient allouées. Donc, en gros, 5 questions pour cadrer le projet et puis répondre à la question du retour d'expérience, comment ça s'est passé. Donc, qui étaient les acteurs du projet? Donc, Burgo, qui est une usine papetière qui est basée à Virton. C'est une usine papetière intégrée, ce qui veut dire qu'en fait, il y a 2 usines dans la même usine. La première usine fabrique à partir du bois de la pâte à papier, de la pâte de cellulose, en utilisant le procédé Kraft. Et la deuxième usine utilise cette pâte de cellulose pour faire du papier. Donc, nous, on va vraiment s'intéresser à la première usine. Le deuxième acteur, c'est l'Ouast, qui est donc fournisseur de chaux de Burgo et actif dans le marché agricole et qui, depuis 2013-2014, collaborait fortement avec Burgo pour ce que les Français appellent la synergie industrielle. Profex, qui est donc un bureau d'études et de conseil, ils sont basés à Louvain-la-Neuve et ils sont spécialisés, entre autres, dans tout ce qui a trait à l'environnement. Et ils étaient déjà impliqués dans un dossier et dans des projets burgolois. Donc, c'était tout naturel qu'ils fassent partie de l'aventure. Et ça le dit donc moi, qui suis consultante à temps partiel en valorisation de déchets industriels non dangereux. Et pourquoi moi? Parce que je connaissais assez bien le procédé Burgo, la situation de Burgo, donc ça aidait aussi à avancer plus vite. Deuxième question, quoi? Donc, quels sont ces carbonates de calcium? Donc, ce sont des carbonates de calcium précipités qui sont excédentaires et qui proviennent donc de la production de pâte à papier par le procédé Kraft. Donc, un petit peu plus de clarté avec un petit schéma. Donc, ça, c'est vraiment le schéma de la première usine Burgo. Donc, pour faire de la pâte de cellulose, on part du bois. Je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. Donc, en haut à gauche, vous avez le bois. Le bois va être chipsé, il va être coupé en petits morceaux. Ces petits morceaux vont être cuits. Donc, la cuisson du bois, qu'est-ce que c'est? Via le procédé Kraft, c'est haute température, haute pression, haut pH, grâce à de la soude caustique et du temps. Et donc, après ce temps de cuisson, on va libérer, donc la cellulose va être libérée et elle va suivre la ligne jusqu'à faire de la pâte de cellulose. Et tout le reste de la matière va boucler, va cycler, va être régénéré pour refaire une nouvelle cuisson. Et dans cette boucle, la soude caustique, donc NaOH, lors de la cuisson, elle va se recarbonater, elle va faire du Na2CO3, donc du carbonate de sodium, et elle va être régénérée dans la grande boucle au contact de la chaux. Voilà, alors ça, je ne peux pas m'empêcher. Je fais un petit tour par le cycle de la chaux. Donc, Burgo a donc un four à chaux. Donc, leur chaux fabriquée, la chaux qu'ils fabriquent, c'est du CaO. Ce CaO, au contact de, si je reviens un petit peu en arrière, de la liqueur verte, ici, la petite flèche verte, va s'hydrater, CaOH2, donc la chaux vive, CaO va devenir du CaOH2, et le OH qui est sur le calcium va passer sur le sodium, et donc on va refaire du NaOH, et le CO2 va venir se mettre sur le calcium pour faire du CaCO3. Et donc, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, le CaCO3 fait la boucle, ici, la petite boucle en gris, revient dans le four à chaud et va régénérer une nouvelle, un nouveau cycle de soude caustique, donc de NaOH. Mais évidemment, lorsqu'il y a une avarie sur le four, donc que le four ne fonctionne pas, mais le carbonate de calcium formé lors de la caustification, lors de la régénération de la soude, ne pourra pas être réintroduit dans le four. Et donc, on se retrouve avec une certaine quantité de ce carbonate de calcium qui est indispensable au process, mais qui ne peut plus rentrer dans le process pour cause d'avarie du four, qu'elle soit planifiée ou non. Voilà. Et donc, Burgo produit annuellement environ 12 000 tonnes de ces carbonates de calcium précipités qu'ils ne savent pas réintroduire dans leur process.
Alors, au niveau des utilisations des carbonates de calcium, il y en a pléthore dans plein de choses. Déjà, dans le papier, il faut savoir que lorsqu'on fabrique du papier, la matière de charge, c'est principalement du carbonate de calcium précipité. Mais on l'utilise dans le plastique, on l'utilise dans le traitement des fumées, on l'utilise en agriculture, dans le feed, dans le food. Voilà, les applications sont vraiment énormes. Comment est-ce qu'on en est arrivé à déposer un dossier de reconnaissance? Parce qu'on avait déjà essayé plein de choses. On avait vraiment essayé de balayer le plus large possible. Donc déjà, le meilleur déchet, ou en tout cas coproduit, est celui qui n'existe pas. Donc, essayer de réduire cette quantité, l'utiliser en interne, l'utiliser en papier, l'utiliser dans les différentes autres applications, en tout cas autres installations de l'usine. On a essayé de balayer aussi toutes les applications possibles et quelles étaient leurs exigences pour déjà screener et éliminer les applications qui n'étaient pas possibles. Par exemple, on avait rencontré BioONce pour une application de traitement de fumée. Voilà. Mais on s'était bien rendu compte qu'au niveau des exigences de qualité, on ne correspondait pas du tout à leurs exigences. Donc, voilà. On a balayé très large et puis réduit au fur et à mesure sur base de la législation aussi, des analyses que l'on avait. Et puis, on s'est posé la question un peu toute bête et basique que beaucoup de gens se posent. En fait, qu'est-ce que c'est ma matière? Est-ce que c'est un déchet? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que je peux faire le end of waste? Est-ce que c'est un sous-produit? Voilà. Et en fait, le nœud de la question et le pourquoi on a déposé le dossier, donc c'est la slide suivante, c'était parce qu'on voulait de la clarté. On s'est rendu compte, en fait, en balayant large, qu'en France, les carbonates de calcium issus, donc les carbonates de calcium précipités issus du procédé Kraft, étaient reconnus comme des produits selon la norme, donc, produits en agriculture, selon la norme NFU 44001. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas traverser la frontière? Elle est juste à côté de l'usine. Mais qui dit traverser frontières dit au niveau administratif, on manquait de clarté. Donc, la première question qu'on a posée au SPW, et ce que dit Didier est vraiment, ça a été vraiment concret dans notre cas, on a vraiment fait un pré-dossier d'instruction. On a posé les questions, voir, OK, est-ce qu'on rentre dans les clous et vers quel dossier est-ce que vous êtes d'accord d'avancer vers un statut de sous-produit ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque? Et donc, on leur a vraiment posé de manière très transparente la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un produit? Oui, non, peut-être. Quelles sont les caractéristiques qui font que c'est un produit? Est-ce que c'est un sous-produit? Est-ce que c'est un déchet? Quelles sont les caractéristiques qui pourraient faire que c'est un déchet? Donc voilà, en toute transparence, ça c'était vraiment la première question pour pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de Burgo qui était on veut de la clarté et on veut de la sécurité législative pour toutes les parties prenantes, qu'elles soient pour le groupe Burgo, qu'elle soit vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des communautés avoisinantes et des clients aussi. Et donc, il y avait aussi, en plus du respect des lois et de la sécurité législative, une envie de valoriser au mieux cette matière, parce que depuis toujours, et ça a été confirmé par toute l'analyse des différentes analyses, justement, voilà, le screening des différentes analyses, on s'est rendu compte que la matière était vraiment une très, très belle matière, qu'il existait un marché. On a fait une étude de marché aussi pour voir les besoins, pour voir les prix, pour pouvoir prendre notre décision. Et c'était vraiment important aussi de pouvoir améliorer l'image de la matière, autant en interne qu'en externe. Et la chose qui était fort, fort importante aussi, c'est qu'un premier pas. Donc, en fait, le end of waste, ou en tout cas dans ce dossier-ci, le sous-produit, l'idée, c'était de faire un premier pas vers mieux. Donc, c'est pas la fin, c'est le début du chemin. L'idée de Burgo, c'est de pouvoir continuer à boucler la boucle et que les cendres, les carbonates puissent repartir de là où ils viennent, c'est-à-dire de la forêt. Mais voilà, là maintenant, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut
s'arrêter et pleurer, même si je le fais très bien. Le mieux, c'est quand même de faire le premier pas et d'avancer. Donc, combien de temps? Ça fait longtemps, en fait, très longtemps que Burgo est conscient de la qualité de leurs produits et de leur envie de faire mieux. Et la discussion a commencé en 2014 entre Burgo et Loise. Donc, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'il y avait déjà des petites choses qui se tramaient. Et par contre, une fois que les canevas ont été disponibles, que les textes étaient passés au moniteur, en 7 mois tout compris, et malgré le premier confinement et donc le tremblement de terre Covid, en 7 mois, tout était bouclé. Et donc, si vous posez la question du temps, de mon ressenti, ce qui fait que ça va le plus vite, c'est la volonté et l'implication de la direction. Ça, c'est vraiment fort, fort, fort important. Et puis, la maturité du projet, la complexité du projet, la quantité d'informations que vous avez déjà sur la matière. Voilà. Et l'argent, alors ça, c'est une réponse de Normand, mais je l'assume, parce qu'elle est vraiment en fonction du temps. Si tout est déjà bien cadré, en 7 mois, ça va très vite. Et donc, le dossier peut être construit très, très rapidement. Et une chose que j'avais envie de dire aussi, c'est que l'étude de marché et donc l'étude du retour sur investissement ne doit pas être uniquement basée sur le coût à tout prix. Il n'y a pas que le coût, il y a aussi un impact sur les gens. Il faut savoir que les opérateurs, quand ils voient qu'on jette de la matière super belle et qu'on jette quelque part leur travail, ils n'ont peut-être pas envie de le faire bien. Donc, c'est vraiment important aussi de prendre ces KPI en considération dans le projet. Alors, sur le feedback, le retour d'expérience, sincèrement, et ce n'est pas parce que Jean-Marc Didier et les autres sont présents, c'était très positif. Ça a été très rapide, très collaboratif, très transparent, et on n'a pas eu cette peur du gendarme, même si, évidemment, dans les premières discussions avant de contacter le SPW, on s'est dit, bon, est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore en allant les voir? Et honnêtement, c'était vraiment des discussions en toute humilité et des discussions très ouvertes. Alors, ils sont exigeants, étant donné qu'ils ont un cadre du jeu, ils ne peuvent pas sortir du jeu, ils ne peuvent pas sortir des lois, et que le texte, il est très interprétable, comme expliquait Didier, il est très jurisprudentiel. Donc, si quelqu'un peut justifier qu'il correspond à ce qui a déjà été autorisé, de base, il rentre dans les clous. Donc, voilà, pour rester en cohérence avec la gestion du déchet, la traçabilité du déchet et tous les risques des dérives, ils sont exigeants, ce qui est assez normal. Et donc, ouais, une petite conclusion, ça pourrait être que, en tout cas, moi, et je pense que Burgo l'a ressenti aussi comme ça, c'était vraiment un œil législatif. Donc, c'était un point de vue législatif sur une volonté industrielle d'aller vers plus d'économie circulaire en restant dans les clous et en restant dans le cadre du jeu. Voilà. Et une petite, j'en profite qu'on soit 85 personnes, et donc qui sont potentiellement déjà sensibilisées à l'économie circulaire, mais pour vous rappeler qu'on n'a plus beaucoup de temps pour bouger et donc que c'est vraiment très chouette de pouvoir pousser les directions, de pouvoir pousser les industriels et de pouvoir se souvenir et se rappeler qu'on a tous une responsabilité en tant qu'individu et en tant qu'industriel de faire bouger les choses parce qu'à l'heure actuelle, ça c'est un petit post sur LinkedIn de Brieux Safré, qui est responsable de Circulab. Donc, il poste une petite image du Circularity Gap Report de 2020 et qui montre que sur les 101 milliards de tonnes de matière dont nous avons besoin au niveau mondial, il y a seulement 9 milliards qui vont être revalorisés. Donc voilà, on a 10 ans devant nous pour avancer. Et une petite chose de Célia Sapar, qui est climatologue et qui dit que en fait, les pires gens maintenant, ce ne sont plus les climato-sceptiques, ce sont les climato-défaitistes. Donc, restons positifs et faisons en sorte de ne pas devoir répondre à cette question. C'est quoi toutes ces choses? Voilà. Merci pour votre attention, même si je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous êtes attentif. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laurie, un très grand merci.
Merci beaucoup à Didier et à toi d'être intervenu comme orateur lors de cet événement. Ici, je vais prendre quelques questions qui ont été relevées par rapport à vos présentations. Donc, je vois qu'Aricia ressort une question qui est par rapport au volet Digesta et retour au sol. Donc, je l'ai vu passer c'est une question de Gaëtan de Sony. Et donc, effectivement, dans le End of Waste, on voit qu'il y a une exclusion notamment pour les combustibles, mais également pour le retour au sol. Donc, donc, la question porte sur cela, ici, à ce niveau-ci. Et donc, il dit, est-ce qu'on doit, pour sortir du statut déchet, plutôt alors avoir un impact sur l'amont de ce qui rentre. Maintenant, est-ce que ce type de matière qui retourne au sol doit aller chercher un autre type de statut, comme un statut sous-produit? Voilà, j'ai une autre slide plus tard, je ne sais pas si Jorge la partageait. Voilà. Moi, j'ai cette slide-ci pour en partie répondre à ceci. Je ne sais pas si Jean-Marc et Didier avaient un mot à dire, sinon j'enchaîne. Je reprends la parole. Pour le volet 1. Peut-être. Oui, Céline? Oui. Voilà. Voilà. Au passage, j'ai vu qu'il y avait un commentaire concernant la mauvaise qualité du son. Alors, je sais pas, c'est peut-être lié à mon casque et micro. J'espère que c'est un peu mieux comme ça. Et si c'est le cas, désolé pour tout à l'heure. Concernant cette question, effectivement, il y a un certain nombre d'exclusions dans l'arrêté sortie de statut de déchets. On n'a pas forcément toujours toutes les explications à notre niveau, mais la compréhension qu'on en a, c'est qu'il y a des exclusions qui clairement concernent des flux de matière qui sont visés par d'autres réglementations ou par des réglementations qui étaient en cours d'adoption au moment de la dernière lecture de la GOE sous-produit, sortie de statut de déchets, pardon. Et donc ici, probablement le règlement engrais, le règlement engrais fertilisant. Et par ailleurs, il y a d'autres exclusions qui, je pense, ont été prises pour se caler le plus possible avec la hiérarchie des déchets, donc ce qu'on appelle l'échelle de Lansing, où là l'esprit c'est de se dire que on doit privilégier la prévention, puis le réemploi, puis le recyclage, puis la valorisation énergétique, puis seulement l'élimination, et qu'il ne faudrait pas que cette hiérarchie s'applique aux déchets, pas à ce qui serait sorti du statut de déchet, pas à ce qui serait reconnu comme sous-produit, et donc il ne faudrait pas qu'une sortie de statut de déchet permette après ça de court-circuiter cette hiérarchie, quoi. Donc c'est notre interprétation, mais on n'a pas plus. Mais ici, clairement, je pense qu'on va surtout rentrer dans le contexte de l'application du règlement engrais et fertilisant, et donc comme mentionné, nos arrêtés vont devoir évoluer, sont perfectibles, vont devoir évoluer en fonction des autres évolutions réglementaires, et donc à un moment ça peut aussi être un peu adapté, amendé pour tenir compte de ces réglementations. Donc si c'est nécessaire de les adapter. Si le cadre règlement fertilisant est autosuffisant, à ce moment-là, on n'aura plus la question à se poser de savoir est-ce qu'on doit le faire sortir du statut de déchet ou pas. L'objectif aussi, c'est d'éviter de rajouter des couches et des couches et d'aller dire bon vous devez rentrer dans le cadre du règlement fertilisant, mais vous devez aussi rentrer dans tel cadre, et puis vous n'oubliez pas de faire votre sortie de statut déchet. Donc, je vais rebondir en complétant. Donc ici, au niveau de la mise sur le marché d'un produit,
il y a l'arrêté royal qui est au niveau fédéral, qui est sur la mise sur le marché d'utilisation d'engrais d'amendement de sol et de substrat de culture. En parallèle de ça, si on est sur un volet déchets, on a la possibilité par rapport à la GOE du 14 juin 2011 de pouvoir avoir un, oui, il y a une erreur, oui, effectivement. D'avoir un certificat d'utilisation et en enregistrement, et donc de faire une synergie avec l'arrêté royal. Donc, j'avais refait cette petite slide parce qu'effectivement, pour le moment, un digesta, une boue d'épuration ou un compost, ça a un statut de déchet jusqu'à ce que ce soit intégré dans le sol. Et donc, pour le moment, c'est ce qui est classiquement fait par rapport à la procédure d'octroi de certificat d'utilisation et d'enregistrement. Donc, c'est plutôt vers la direction de la protection du sol chez Anne Jean de Bien et au SPF Engrais avec Alfred Generet qu'il faut aller chercher une dérogation, un certificat d'utilisation et un enregistrement. À côté de ça, effectivement, il y a des cas de sous-produits et ça vient beaucoup par rapport à des flux de l'industrie, que ce soit l'industrie agroalimentaire ou comme on a vu ici avec le cas de Burgo-Ardenne. Donc, à voir si d'autres types de matières pourraient également aller chercher ce statut sous-produit. Et alors, il y aura un autre point qui est d'attention, et je le notifie déjà maintenant, c'est le règlement fertilisant. Et donc, il y avait Cécile Henneff qui avait fait une analyse spécifique par rapport au digestat. Et donc, il y aurait peut-être une possibilité. Et là, en étant reconnu comme fertilisant dans le cadre de ce règlement, on sort du statut déchets et ça va être peut-être aussi une piste pour valoriser d'autres flux, notamment les cendres qui sont en débat pour le moment au niveau européen, les cendres, la struvite et le biochar d'ailleurs. Et donc ça rentrera en application à partir de juillet. Donc j'invite vraiment à être attentif. Mais effectivement, il y a vraiment l'utilisation des déchets pour aller en produits matériaux. Et là, on va devoir se questionner sur le volet est-ce que ça peut être un sous-produit ou un end of waste pour aller vers des industries qui vont valoriser. Pour la combustion, alors là, je me pose la question, je vais peut-être revenir aussi sur cet exemple, peut-être Didier. Je vois qu'en France, il y a des end of waste pour aller vers un combustible. En Wallonie, il y a c'est pas permis, par contre. Pourquoi on n'a que l'option, enfin, il y a l'option sous-produit, je présume, mais pas l'option end of waste. Effectivement, ça existe dans l'option sous-produit, mais pour toute une série de flux qui sont très proches du bois venant directement de la sylviculture, puisque c'est les connexes de sylviculture ou alors des connexes de scierie, où donc là, ça a une certaine logique quand même de substituer du bois abattu dans un objectif de production de combustible, si on peut le substituer par d'autres flux, ça a un intérêt. Pour le bois qui lui a déjà un statut de déchet, encore une fois, je suis dans le domaine de l'interprétation. Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la hiérarchie des modes de gestion, et d'autre part, il y a éventuellement dans certains cas des questions qu'on peut se poser concernant la pureté du flux ou pas. Donc notamment par exemple tout ce qui aurait été collecté via les parcs à conteneurs, où on a toujours donc les déchets de meubles en bois et autres, où il peut y avoir de la peinture, des cols, des vernis et toute autre chose, et où donc là, on a tout intérêt à ce que si ces flux-là sont envoyés vers une filière de valorisation énergétique, ça soit dans des installations qui répondent aux conditions à la condition sectorielle
incinération et co-incinération, en termes de régime de température, de système d'épuration et donc surtout de maîtrise des émissions atmosphériques. Donc je pense qu'une partie de la logique est là, mais je ne prétends pas avoir toutes les explications sur tout. Alors, voilà. Question suivante. Si je comprends bien, les connexes de Siri étant repris dans l'annexe, l'enregistrement est facultatif, donc tous les produits connexes de Siri sont considérés comme des sous-produits et un enregistrement n'est pas nécessaire. Oui, effectivement. Donc, je sais et j'ai reconnu effectivement que la question venait de Monsieur de Mersman, qui nous a déjà questionné il y a déjà un certain temps à ce sujet-là, et donc là vraiment, je lui présente mes excuses, les excuses de notre service pour le fait de ne pas avoir encore pu donner de réponse officielle. Comme je l'ai mentionné dans l'exposé, en fait, notre objectif au niveau du département était d'arriver vraiment au niveau le plus officiel possible de cette interprétation, donc une circulaire. J'ai peut-être dit circulaire administrative tantôt, c'est peut-être même au niveau d'une circulaire ministérielle, mais on se rend compte que c'est quelque chose d'extrêmement chronophage, et encore une fois, nos différents services et notamment le service juridique sont submergés de travail. Donc je pense que on devra dans un premier temps, pour répondre à la question de la Fédération du bois, enfin je pense que c'est bien l'intitulé de la Fédération de Monsieur de Mersman, plutôt procéder comme on a fait pour la question conjointe de la FOA, FEVIA et la Fédération des producteurs d'aliments pour bétail, plutôt simplement par échange de courriers officiels entre les fédérations et réponse officielle je ne sais plus si je pense que la réponse avait été à l'époque à la signature du directeur général, donc ça sera une réponse qu'on soumettra à la signature de notre nouvelle directrice générale. Enfin, si je peux me permettre d'intervenir, Céline, voilà, moi je veux rassurer ici les intervenants d'une part, mais également les personnes qui nous écoutent. Donc on est bien conscient qu'il faudrait un positionnement plus clair, mais en tout état de cause, c'est bel et bien la position de la direction aujourd'hui qui est la nôtre. Donc à partir du moment où les critères sont respectés, les conditions sont respectées, donc c'est-à-dire il ne suffit pas d'être repris à l'annexe, il faut être repris à l'annexe et être le garant du respect de l'ensemble des critères y énumérés. Et donc dans ce cas, nous, notre position, c'est de préciser que la demande est facultative, même si, comme Laurie Selden a pu le relever, il existe parfois un intérêt, ne fût-ce qu'en termes communicationnels, en termes commerciaux peut-être, d'avoir un document en bonne et due forme de l'administration. Donc c'est une approche qui est facultative pour un membre, mais lors que les éléments sont repris dans les annexes et que les critères, conditions et autres conditions d'utilisation sont respectés, nous, notre position, à l'échelle de notre direction, ce sera bel et bien celle-là. Bien entendu, nous souhaitons aller un pas plus loin, comme Didier l'évoquait. Le mieux, ce serait d'avoir une circulaire ministérielle, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore la produire. Donc voilà. Merci. Et si je peux me permettre, je vais encore rajouter un tout petit élément que j'ai mentionné dans l'exposé. Ceci ne concerne vraiment que l'annexe de l'AGOE sous-produit, puisque la façon dont les textes sont formulés diffère à ce sujet-là entre l'AGOE sous-produit et l'AGOE sortie de statut déchet. Pour l'AGOE sortie de statut déchet, il faut un enregistrement pour les flux qui sont visés dans les deux annexes de cet AGOE. Mais ici, en sous-produit, notre position, c'est que c'est facultatif. Ok. Ici, c'était sur le volet sur la plus-value du statut sous-produit pour un retour au sol. Laurie, qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'il est plus intéressant d'obtenir ce statut sous-produit
par rapport notamment à ce qui existe à l'heure actuelle, par rapport au certificat d'utilisation avec la GWE de 2001, où il serait peut-être même plus intéressant d'aller vers la reconnaissance du CMC dans le cadre de la réglementation fertilisant qui rentre en vigueur en 2022. Alors, pour répondre à la première partie de la question, donc, quelle est la plus-value? En fait, la plus-value, c'est pas que pour un retour au sol, mais comme le disait Jean-Marc Aldric, c'est aussi c'est voir plus loin que uniquement une plus-value. C'est pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure image de la matière en interne, et pour faire un premier pas vers un chemin plus circulaire et vers une meilleure valorisation. C'était pour répondre à la première question. Et sur la seconde question, il y a deux vagues. Donc, est-ce que c'était plus intéressant d'attendre pour faire une CMC donc, et pour répondre au règlement engrais? Là, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on valorise, la matière est valorisée en briqueterie et en agriculture. Donc, quelque part, c'est vraiment du cas par cas, hein, mais dans le cas de Burgo, il fallait pouvoir répondre aux deux, à continuer à valoriser mieux les carbonates en briqueterie, valoriser mieux les carbonates ailleurs, donc en agriculture entre autres. Et donc, la seule manière, c'était le sous-produit. Et on a aussi hésité, est-ce qu'on attend le règlement fertilisant? À un moment, on a mis un kick et on a dit on avance. Et puis, de toute façon, on verra. Il n'était pas encore sorti à ce moment-là. On nous disait oui, peut-être, non. Enfin, voilà. Donc, on a décidé, on avance et de toute façon, ce ne sera pas perdu parce que le travail avait déjà été commencé en amont. Et voilà. Et pour le cas particulier, parce que chaque cas est particulier de Burgo, le sous-produit était intéressant donc parce qu'il y avait deux types de valorisation. Et parce qu'on voulait avancer. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Céline, à la question. Oui, merci. Je vais passer tout doucement peut-être aux conclusions, même si voilà, je sais qu'il y a plein de questions. N'hésitez pas, on va à nous solliciter. On va de toute façon les relever toutes. Et on va renvoyer aux orateurs et on va compléter en revenant avec des éléments. Il va également avoir un article de synthèse dans le Val Biogmac qui reprendra les éléments de ces présentations. Et donc, je pense que de toute façon, les orateurs ont chaque fois mis leur adresse mail en signature. Un élément que je trouvais important quand même et que je vois quand je relève, c'est que ces AGOE qui soient sous-produits ou out of waste sont vraiment là pour venir soutenir sur le développement de l'économie biobasée. Mais il y a aussi également le volet de protection de l'environnement et de la santé humaine. J'insiste sur le fait qu'il est vraiment nécessaire d'identifier des marchés et d'avoir une valorisation certaine. C'est une condition sine qua non pour les sous-produits et les end of waste, mais pour tous les marchés liés à l'économie biobasée, il faut vraiment bien connaître ces marchés, comprendre le cahier des charges de l'utilisateur avant de se lancer dans la création d'une filière, mais également avant d'anticiper toutes les démarches administratives. Donc voilà, vous dites j'ai un déchet, je veux le valoriser et dire je vais chercher un statut sous-produit ou end of waste sans savoir chez quel valorisateur vous allez aller, ça sert à rien. Il faut vraiment que vous voyez le marché et ses conditions. Par rapport à la valorisation de l'EMS, elle peut être utilisée en produits matériaux, combustibles, engrais, fertilisants. Et donc, j'insiste et je vous partagerai mes slides, mais il y a vraiment, par rapport à ces débouchés différents, des législations spécifiques chaque fois. Et donc, comme on disait, il y avait les conditions sectorielles sur l'assignation, consignation pour les combustibles et on a des débats sur tout ce qui est fertilisant et j'entends ça bien au niveau des acteurs membres de notre réseau, notamment liés à la biométhanisation ou encore les gestionnaires d'installations de cogènes pour la valorisation de leur centre. Donc, on est vraiment attentif à ce volet-là, notamment par rapport à tout ce qui bouge au niveau européen. Alors, vous souhaitez être actif ou vous êtes intéressé par l'économie biobasée, je vous inviterai à rejoindre notre réseau de membres. Donc, Valbium, c'est un réseau de 180 membres qui reprend des agriculteurs, des exploitants forestiers, des entreprises, des centres de recherche, mais également des administrations.
Donc, c'est vraiment intégrer finalement un réseau d'acteurs c'est augmenter votre visibilité et donc c'est vraiment participer finalement à la vie de notre association et de pouvoir interagir avec l'équipe pour nous orienter notamment par rapport à nos futurs plans d'action. Si vous avez des idées, un projet, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez sur Valbium Équipe les coordonnées de chaque membre de l'équipe que j'ai présenté en amont. Si c'est un mail général, vous pouvez contacter @valbium.be. Et je vous invite également à nous suivre via nos réseaux sociaux. Donc, je vous disais, on a le Valbiomac, qui est le magazine de la biomasse en Wallonie, mais on est également actif sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à interagir, à suivre nos newsletters pour être tenu des actualités liées à la filière. En tout cas, un très, très grand merci à Jean-Marc, à Didier, à Laurie pour leur disponibilité. J'espère que ça a répondu à une partie de vos questions. Je devine que ça soulève d'autres questions, donc n'hésitez pas à revenir encore ici sur ces questions ou revenir par retour de mail sur quelques besoins, demandes de compléments. Comme ça permet de faire un package de différentes questions et qu'on envoie et on a une réponse globale et ça facilite finalement à la place d'envoyer d'emails peut-être vers Didier ou Jean-Marc. Et maintenant, c'est vrai que chaque cas sera spécifique et il y aura vraiment du cas par cas. Alors, il y a un petit sondage qui vient d'apparaître si vous regardez sur l'onglet. N'hésitez pas à le compléter en amont, en tout cas avant de cliquer sur la croix et nous quitter. On a un petit peu débordé, mais voilà, chaque orateur a pris un peu plus de temps. Et puis voilà, 10 minutes de questions-réponses sur la thématique, c'est très court, mais on voulait faire un format assez court, voilà, un peu après le temps de midi, avant d'entamer une après-midi. Mais on peut revenir sur certains éléments ultérieurement. Voilà, en tout cas, un grand merci pour votre participation. Laurie, Jean-Marc, Didier, si vous voulez, vous pouvez couper vos caméras et on laisse encore les gens interagir s'ils ont quelques messages, questions et ainsi que répondre au sondage. Merci, bon après-midi à tous. Bon après-midi à tout le monde également et merci à tous. Merci, bon après-midi.